Bien, je propose qu'on démarre. Donc le sujet du jour, la monnaie complémentaire et locale. Le motif pourquoi créer une monnaie complémentaire locale ou locale complémentaire, en règle générale, c'est parce qu'on manque d'argent. Donc quand les caisses sont vides, on a une volonté de créer un complément monétaire pour essayer d'engager des projets qu'on ne peut pas faire avec un budget réduit. Un certain nombre d'entre vous, je pense, connaissent déjà ou ont entendu parler des monnaies locales complémentaires. Ils s'en créent un peu partout dans le monde et même en France, il doit y en avoir un peu plus de 60, 70 actuellement. Et quand elles ont démarré en 2010, elles ont fait très peur au pouvoir public et aux banques. Donc tout de suite, elles ont réagi et l'État a sorti une loi de 2014, qui, sous couvert d'aider l'économie sociale et sous couvert d'aider la profusion de ces monnaies locales, en fait, n'a fait que les contraindre. Donc aujourd'hui, la monnaie locale complémentaire que je vais vous présenter n'a à peu près rien à voir avec celle que vous pouvez connaître, comme le sol, l'abeille dans différentes régions qui sont les plus connues, qui ont été contraintes par ces lois de 2014. Là, une des premières contraintes de la loi de 2014, c'est qu'elles sont initiées par des associations. Il faut que ce soit une association qui crée cette monnaie, qu'elle prenne un organisme financier pour la gérer, et après, elle doit respecter un certain nombre de contraintes. Nous allons nous libérer complètement de cette contrainte. Et pourquoi on peut le faire? Parce que contrairement à ce que l'État a voulu faire croire, on peut payer dans n'importe quelle monnaie en France. Article 1342-4 du Code civil, où il est indiqué que celui qui reçoit la monnaie peut la refuser, mais où il est indiqué aussi qu'on peut payer dans n'importe quelle monnaie. Donc là, nous allons nous créer des formes de monnaie, et pour le faire, il faut comprendre comment fonctionne la monnaie, ce qu'est la monnaie et comment fonctionne la monnaie. Donc je vais faire un petit peu de théorie au départ, je vais essayer de la rendre pas trop rébarbative, c'est de la théorie, mais ça vaut le coup de le faire. Première chose, la définition de la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie? La monnaie, moi je vais retenir une définition qui colle à sa fonction, et surtout à la façon dont elle est apparue. La monnaie, on ne la trouve pas dans la nature, c'est pas quelque chose de naturel. C'est une création purement humaine. Nos ancêtres, les hommes des cavernes, n'utilisaient pas la monnaie. Et je n'ai pas connaissance qu'aucune espèce animale n'utilise de la monnaie. Les hommes préhistoriques faisaient ce qu'ils pouvaient avec la nature. Lorsqu'on convoitait ce que le voisin pouvait avoir, il était difficile de lui prendre. Soit on y allait manu militari si on était plus costaud, si on n'était pas, on essayait la ruse, et ça se finissait bien souvent assez mal. Jusqu'à ce qu'un petit malin, peut-être, se dise plutôt que d'aller lui prendre son bien, moi j'en ai un, je vais peut-être lui proposer, ça peut marcher. On a commencé à faire des échanges. L'échange par lui-même, c'est déjà un acte volontaire qui sort du cadre animal, qui sort du cadre naturel, qui est pensé. Donc l'échange, c'est le troc, que l'on connaît. Je donne ci, et j'échange avec quelque chose en face. Mais le troc, c'est difficile à réaliser, parce qu'il faut un double accord. L'accord de celui qui va me donner son bien que je convoite, et mon accord pour lui donner autre chose, ou plutôt son accord pour qu'il accepte ce que je vais lui donner. On ne trouve pas toujours la personne qui va avec. Quand on vit en communauté, c'est un peu plus facile parce qu'on peut discuter et trouver des échanges. Mais comme c'était relativement difficile à trouver toujours la bonne personne avec le bon bien, il y a d'autres petits malins, je ne sais pas selon quel procédé, qui se sont aperçus qu'ils pouvaient arriver au même résultat par des moyens détournés. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger directement, ils sont allés échanger avec un troisième individu qui a pu apporter quelque chose à l'échange. Je vais prendre un exemple. Un premier était chasseur, donc avait de la viande. Le deuxième que je représente, moi j'ai des outils, j'ai des victuailles, j'ai des bananes à lui offrir, parce que je crois bien aux arbres. Le problème, c'est que lui, il est complètement carnivore. Il ne veut pas de mes bananes. Alors que moi, je voudrais bien qu'il me donne une pièce de viande. À côté, j'ai plus loin un troisième individu qui, lui, forme très bien, fabrique très bien les armes pour aller chasser. Ça peut intéresser mon mangeur de viande qui est un très bon chasseur. Donc à ce moment-là, je vais essayer d'aller négocier avec le fabricant d'armes, qui en plus est végan, une chance pour moi, et se nourrit de fruits. Je vais pouvoir échanger avec lui des bananes et je vais récupérer l'arme qu'il a fabriquée. Et cette arme, je vais pouvoir après l'échanger avec le marchand de viande pour avoir ma viande. Cette arme, à ce moment-là, pour la première fois dans l'échange, elle n'est plus prise pour être consommée. Il y a une idée derrière la tête, on va lui changer sa fonction, on ne va pas la consommer, on ne va pas la manger, on ne va pas l'utiliser. On la prend uniquement parce qu'on a déjà dans l'esprit qu'on va faire une autre négociation derrière. Là, on est dans la monnaie. Là, pendant un temps,
Cette arme, c'est une monnaie. Quand je la prends, après, quand je vais l'avoir transmise, elle va reprendre sa fonction d'arme parce qu'elle va être utilisée, mais pendant un temps court, elle a été de la monnaie. Il est tout à fait possible que celui à qui je la transmette ne veuille pas s'en servir non plus, mais s'en serve à son tour pour une autre utilisation. Donc la monnaie, c'est là je vais donner une définition, c'est un petit quelque chose. Bon, pour l'instant c'est un bien, mais ça pourrait être un service, ça pourrait être une idée, qui va permettre de réaliser un échange. Et pour qu'il y ait un échange, il faut que la personne qui est en face accepte ce que je lui donne. Je vais définir la monnaie uniquement par ça. Je vais éliminer tous les autres aspects. La seule fonction qui m'intéresse dans la monnaie, c'est que je peux provoquer un échange et obtenir quelque chose. Quand on regarde la monnaie, les pièces de monnaie ou les billets, c'est du papier. Mais on le prend parce qu'on sait qu'on va pouvoir provoquer un autre échange. Donc la seule définition que je veux avoir dans la monnaie, c'est quelque chose, un bidule, un truc, tout ce que vous voulez. Ça peut être matériel, immatériel, ça peut être un compte, une écriture sur un compte courant, une écriture électronique. Ça n'a qu'un but, c'est de permettre de réaliser un échange. Or, toute l'activité économique, elle n'est faite que d'échanges. Échange de travail, échange de biens, échange de services. L'économie, c'est un ensemble d'échanges. Je retiens ça, la monnaie, c'est quelque chose qui permet de réaliser un échange. Et une des conditions fondamentales pour qu'elle fonctionne, c'est que la personne l'accepte de le recevoir pour livrer son bien, ce qu'elle détient. Et ça, s'il n'y a pas cette confiance, et ben même des euros, ça ne sert à rien. Vous avez des euros, vous allez quelque part, si l'autre ne veut pas de votre monnaie, il veut des yens, vos euros, ils ne valent rien du tout. C'est de la monnaie potentielle, mais la monnaie, elle ne prend son existence qu'au moment de l'échange. J'en reste là pour la définition, je ne veux que celle-là. Parce que c'est celle qui va nous servir à faire une monnaie locale. Il y a deux monnaies officielles en France. L'euro, qui est notre monnaie qu'on connaît, et depuis 2014, il y a une autre monnaie qui existe, ce sont les monnaies locales complémentaires. Ça, c'est officiel, l'État le reconnaît, appelle ça de la monnaie. Même les économistes appellent ça de la monnaie. Moi, je vais vous en présenter d'autres. J'ai un petit peu dévoilé le secret. On va prendre un exemple. Une personne souhaite acheter, un déodorant, et il va aller chez un parfumeur. La personne va pour acheter le déodorant. Il est affiché à 50 €. Elle n'a que 40 € en poche. A priori, elle ne peut pas le faire. Elle peut essayer de négocier avec la marchande, avec la vendeuse, mais ça ne va pas marcher. Donc, à ce moment-là, elle est bloquée. Mais si quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, elle a reçu dans sa boîte un bon d'achat, elle va pouvoir présenter le bon d'achat. En présentant ces 4 billets de 10 € et ce bon d'achat, la vendeuse va changer d'attitude, va accepter le bon d'achat et va livrer le produit. Dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une monnaie. On livre une partie en euros, une partie avec un bon de réduction et l'échange se fait. C'est tout ce dont j'ai besoin, c'est que l'échange se fasse et que la personne récupère son déodorant. Le bon de réduction, il peut être en euros, 10 €, mais il peut être en pourcentage. Ça va marcher aussi bien, sauf que là, il y a une dimension supplémentaire, c'est que vous, consommateur, c'est vous qui allez donner la valeur de cette monnaie, de ce coupon. Ce coupon de 10%, si vous achetez quelque chose de 50 € à 20 €, eh ben, il vaudra 5 € ou 2 €. Les entreprises, les entrepreneurs créent de la monnaie en émettant des bons d'achat et des bons de réduction. Souvent, ils fixent même le montant, mais ils peuvent vous laisser le fixer dans certaines limites. Donc le bon de réduction, qu'il soit en euros ou en pourcentage, c'est de la monnaie. Quand il y a une opération comme les soldes, vous entrez dans un magasin et tous les vêtements, un magasin de vêtements, et vous avez des petites étiquettes, moins 10%, moins 20%, moins 30%, le marchand a accroché de la monnaie à ses habits. Vous venez avec le vêtement et le bon, vous pourrez l'acheter. Vous perdez le bon en route, ah non, c'est plus le même prix, vous ne l'achetez pas. Alors beaucoup de personnes critiqueront ma façon de présenter et d'admettre ces bons de réduction. Je vais juste donner un petit exemple pour prouver que c'est bien de l'argent, que c'est bien de la monnaie. Il y a une habitude qui s'est prise dans les magasins bio, très souvent, et dans les hypermarchés, c'est de faire des réductions, mais qu'on ne vous déduit pas immédiatement à la caisse, mais que vous pourrez déduire plus tard. Et la fois d'après, quand vous venez, vous bénéficiez de cette réduction. Or, qu'est-ce que l'on vous demande ? On vous demande qu'est-ce que vous avez dans votre cagnotte. En fait, on a mis de la cagnotte des euros. On a transformé cette réduction qu'on ne vous a pas faite immédiatement en un capital d'euros mis dans une cagnotte. Ce qui prouve bien que cette réduction, c'était une forme, mais c'est bien de la monnaie, puisqu'elle existe sous forme d'euros dans la cagnotte. Et là, on a une petite fable que nous avons utilisée, qui est inspirée, ou enfin qui ressemble à une autre fable que les économistes connaissent bien,
C'est la fable de la dame de Gournay. Vous avez un étranger qui arrive dans un petit village, un village que nous avons nommé Wörgl, W-O-R-G-L. C'est un village qui est connu. C'est un petit village d'Autriche parce qu'il est le premier en 1930 à avoir créé une monnaie locale. L'Allemagne et l'Autriche, économie complètement effondrée, ça ne marchait plus, tout le monde tirait la langue. Ils se sont mis à plusieurs et le maire a eu cette idée de créer une monnaie locale et ça a très bien fonctionné. Ça a si bien fonctionné que les banques et l'État ont réagi de la même façon. Ils ont interdit l'usage de cette monnaie au bout de quelques mois, quelques années, je ne sais plus. Et tout s'est effondré à nouveau. Mais ça a fonctionné. Alors, c'est pour ça qu'on a pris ce nom de Wörgl dans notre exemple. Un étranger arrive. Il a l'intention de passer quelques jours ici, il veut visiter au moins une journée. Il va à l'auberge pour réserver une chambre qu'il paye immédiatement avec un louis d'or. Puis il part visiter la contrée. L'aubergiste, qui s'appelle Joe, venait justement de faire réparer sa voiture et avait une dette vis-à-vis du garagiste d'un louis d'or. Il va aller payer sa dette en remettant ce louis d'or au garagiste. Lequel garagiste avait lui aussi une dette vis-à-vis du tenancier du bar, parce qu'ils avaient fait une petite fête quelques jours auparavant avec leur ami épicier qui s'appelle Guy. Le garagiste Bob avait dit « c'est moi qui paye » et il devait donc cet argent. Puisqu'il vient de récupérer un louis d'or, il va vite le donner au tenant du bar. Lequel tenant du bar s'approvisionne régulièrement pour ses croissants, pour ses sandwichs, n'importe quoi, auprès de l'épicier. Il avait aussi une dette de 1 louis d'or. Et le louis d'or continue son chemin, change à nouveau de main et retombe dans les mains de l'épicier nommé Guy. Celui-ci, lors de la petite fête, avait un peu trop bu, n'a pas osé rentrer chez lui pour ne pas se faire malmener par sa femme, surtout à 4 heures du matin. Donc prudent, il avait pris une chambre d'hôtel à l'auberge. Et lui aussi devait un louis à cet aubergiste. Et donc, il a donné ce louis. Le louis a fait le tour. Il aurait pu ne pas aller retourner chez Joe, l'aubergiste. Il aurait pu continuer. Ce qui est important dans cet exemple, les conclusions à tirer, c'est d'abord que la même pièce de monnaie va se promener. Ça, on le sait tous. C'est ce qu'on appelle la circulation monétaire. Avec cette pièce, on a pu faire 4 actions d'économie. La réparation de la voiture, la boisson, la chambre, l'épicerie qui avait alimenté le bar. Un même louis d'or a permis de créer une production de 4, équivalente à 4 louis d'or. Et ça aurait pu aller même beaucoup plus loin si au lieu de retourner chez l'aubergiste, c'était aller ailleurs. Puis ça continue son cours. Petit ajout à cette histoire, le visiteur donc retourne à l'auberge dans l'après-midi et s'excuse, il a rencontré des amis qui l'ont invité à dormir chez lui, donc il va annuler sa chambre. Chance, Joe avait récupéré son louis d'or, donc il peut le lui rendre. L'étranger s'en va, et un petit peu plus loin, il mange son louis d'or. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un faux louis d'or. On retire l'aluminium et on mange le chocolat. Personne ne l'avait vu. Donc que ce soit de la monnaie réelle ou pas, ça marche. Qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans? C'est uniquement la confiance que chacun de ceux qui ont perçu ce louis d'or ont mis dans cette chose. La monnaie, c'est subjectif. J'y crois pas. Aristote avait mis dans ses définitions que la monnaie, ça a aussi d'autres fonctions, comme celle d'être une unité qui permet de comparer les valeurs. On ne va pas utiliser autant de monnaie pour acheter une brosse à dents que pour acheter une moto. Donc il y a des hiérarchies, et ça sert aussi à ça. Sauf que si vous allez dans le désert avec un bidon d'eau et que vous avez quelqu'un qui est vautré, c'est 3 jours qu'il est au soleil, il peut plus, il ne sait plus comment regagner l'oasis, qui vous demande l'eau et que vous, très méchamment, vous lui dites non, tu payes sinon tu n'as pas d'eau, il n'a rien sur lui, que fait-il? Il peut vous proposer sa Rolex. S'il propose sa Rolex, l'autre ne va pas pouvoir lui donner l'équivalent en eau. Il va dire non, je refuse. Donc à partir, il va lui dire si, prenez la Rolex, gardez tout, je veux pas de monnaie. Ce jour-là, la Rolex, elle vaut un verre d'eau. Donc là aussi, c'est très relatif, c'est très subjectif. Donc il faut avoir cette vision que la monnaie, c'est conceptuel. Et ça le montre. On va voir maintenant comment ça fonctionne en utilisant un autre exemple. J'essaie de vous rendre la théorie pas trop casse-pied. Donc là, j'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, vous savez tout ça. Mais c'est pas grave, on monte marche à marche vers des choses plus difficiles que même des économistes n'ont pas compris. Et on va y arriver. Si vous passez dans la rue, vous trouvez par terre une bourse avec à l'intérieur 100 pièces de 1 euro. Vous avez un capital de 100 euros. Je ne pense pas que vous allez ni le jeter à la mer, ni le ramener chez les gendarmes parce qu'on sait où vont aller les pièces à conviction, les pocket, des choses de genre. Donc, a priori, vous pouvez peut-être les garder pour plus tard, mais un jour ou l'autre, vous allez vous en servir. Pourquoi? Pour dépenser, pour acheter. Ça ne sert qu'à ça. Si vous achetez,
on va partir de l'idée que ces 100 pièces, avant, vous avez mis un petit point rouge. On va en profiter pour faire une expérience pour voir où elles vont, toutes ces pièces. Quelle est la vie de la monnaie, quelle est la vie de ces pièces. Donc là, je vais vous expliquer le tableau, sinon il peut être un petit peu difficile à lire. Vous êtes avant le rang 1, vous avez ces 100 pièces dans les mains. Vous avez différentes façons de l'utiliser. Là, vous arrivez avec vos 100 €, vous allez pouvoir faire des achats. Vous avez des achats de biens ou de services, vous faites votre ravitaillement, ou vous avez quelque chose à payer, 55 €. Vous pouvez vous dire, j'en mets un petit peu de côté pour plus tard. Mais ce un petit peu de côté pour plus tard, un jour ou l'autre, vous allez vous en servir. Vous pouvez payer la babysitter. Vous pouvez le donner au petit neveu, ou bien, si vous le gardez un peu trop longtemps, ça partira par la succession chez vos héritiers. Donc ces 100 € ont été répartis par l'utilisation que fait la première personne, vous qui l'avez trouvé. Mais après, les personnes qui vont recevoir cette partie, les commerçants qui ont reçu les 55 €, ils vont à leur tour s'en servir. Pas nécessairement pour la même chose, ils peuvent avoir du personnel à payer, ils peuvent vouloir se garder un petit peu pour eux, un bénéfice. L'épargne, ils peuvent en mettre une partie en réserve. La colonne réserve, elle est un petit peu particulière parce qu'on a l'impression qu'elle arrête la circulation. En fait, non. Ces pièces, elles vont ressortir un jour. Donc, de gré en gré, si vous suivez 1 €, 1 €, il va être passé un coup ici, après il va être reparti pour des achats, après il va être reparti pour du personnel, et ensuite, et ça va se promener comme ça. Ces rangées ne correspondent pas à une notion de temps. Vous oubliez le temps. Une rangée correspond à un échange qui s'est fait. On est parti de là, et il est passé là. Alors ça peut-être 1 € va aller très vite à changer 5 fois de main en un mois, et un autre va rester 10 ans en épargne sur un compte à pas bouger. Je m'en fiche. Je fais comme au Paris-Dakar, je mets des points étapes, des points de contrôle, avec un juge arbitre qui est là, et qui va regarder passer, et va noter, il est passé, il est passé, il est passé. Peu importe qu'il passe 2 heures, 3 heures, 5 heures, 5 ans plus tard, on s'en fiche, il va passer. Et quand tout le monde est passé, il regarde où est-ce que c'est allé. Une partie sont allées en achat, une partie dans la case réserve, une partie en salaire. Donc, de gré à gré, dans le temps, cette somme va passer. Et à chaque fois qu'on fait un point, on vérifie une chose, les 100 sont passés. Les 100 € sont passés, ont été utilisés une fois. Un peu plus loin, parce qu'ils seront tous utilisés une deuxième fois, on aura toujours 100 €. Donc cette somme, elle reste permanente, elle ne disparaît pas. Il n'y a pas de fonte de cette monnaie. Cette monnaie de 100 €, elle va se promener. Elle peut se promener très longtemps. On s'est arrêté à 10, mais ça peut durer des années. Vous avez aujourd'hui peut-être, bon, les euros, ils sont des années 2000, mais quand on regardait les anciens francs, même en 99, vous pouviez avoir des francs qui étaient marqués en bas 1961. Ça peut durer très longtemps, cette pièce, elle peut se balader. Mais il y a une constante, c'est que vous avez toujours vos 100 €. Sauf accident, bon, il y a 1 € qui tombe une louche d'égout, il n'y en aura plus que 99. Mais normalement, quand la monnaie circule, elle doit persister, elle est pérenne. Mais ça, c'est en théorie. C'est dans une société, on l'a mis là-haut, sans impôt ni taxe. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la réalité des choses? Quand on regarde la réalité, eh bien, on s'aperçoit que dès la première ligne, dans les achats et biens, tout à l'heure, on avait 55 €, sauf qu'au moment où le marchand qui a reçu ces 55 € veut les utiliser à son tour, il ne peut pas utiliser 55 €. Parce qu'auparavant, il doit payer de la TVA. Il va donc mettre de la TVA, le fils qui va embaucher va mettre dans une petite caisse. Donc lui ne peut utiliser que 44 €. Même chose pour les rémunérations et les bénéfices. La babysitter qui va avoir touché, je ne sais plus combien c'était, c'est 20 € pour sa prestation, elle, bien sûr qu'elle va les utiliser tout de suite, mais en réalité, à partir du moment où elle a touché, elle doit déjà un impôt. Le fisc la rattrapera 1 an, 2 ans plus tard pour lui demander. Donc sa véritable disponibilité, c'est 20 € moins un petit bout d'impôt. Que le fisc le perçoive 1 an, 2 ans après, ça ne change rien. Il a pris sur cette partie. Comme on lui a déclaré qu'elle avait reçu 20 €, elle doit payer un impôt dessus. Ce qui fait qu'en réalité, ces personnes-là ne peuvent plus utiliser la totalité des 100 €. Quand le fisc qui est passé par là a récupéré ses TVA, ses taxes diverses et variées, comme sur les pétroles ou autres, les impôts sur les salaires et sur les bénéfices des entrepreneurs, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ne disposent plus que de 80,33 €. À leur tour, ils vont utiliser cet argent. Une deuxième cascade. Et à nouveau, dès qu'il y a un échange, c'est ça qu'il faut comprendre, dès qu'il y a un échange de monnaie, le fisc passe par là, il y a une taxe ou un impôt.
Alors parfois la taxe est égale à 0. Bon, c'est pas grave, ça passe à l'étage du dessous. Certaines personnes ne sont pas imposées. C'est pas grave, ça passe à l'étage du dessous. Pour mon exemple, je vais bloquer les caisses de l'État. Je vais dire, vous ne réutiliserez ça que quand ce sera arrivé. Mais pour l'instant, je dis que ça passe par les caisses de l'État. Et que vous ne pouvez pas y échapper. Dès qu'il y a une transaction, il y aura un impôt ou une taxe. Nous sommes d'accord ? On verra après ce que l'État en fait cet impôt. À chaque fois qu'il va y avoir une transaction, le fisc va faire un prélèvement. Donc ce qui reste disponible par le reste des consommateurs de la population est à chaque fois moins important. Au début, il y avait 100 €. Vous voyez qu'après la première passation, il y en a déjà plus de 80, puis 63, puis ça descend. Si le fisc ne réinjectait pas, je mets si il ne réinjectait pas, et ben cet argent il finirait par disparaître. Il n'y aurait plus de monnaie entre les mains des consommateurs pour pouvoir l'utiliser. Les 100 € de départ vont passer en totalité dans la caisse de l'État, qui va les recycler, bien sûr. Mais pour dire que c'est un passage obligé, tout euro qui circule aujourd'hui passera un moment ou l'autre, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, par les caisses de l'État. Ok ? Alors, maintenant je vais arriver à une conclusion, et c'est là où on se démarque. Je vous ai dit, on a trouvé un sac avec 100 pièces de 1 €. Mais si c'était votre employeur qui vous avait versé 100 € de net, les 100 € en question vont suivre le même chemin. Si, au lieu que ce soit votre employeur qui vous verse ça, c'est l'État qui vous fait un versement de 100 €, soit parce que vous êtes fonctionnaire, soit parce que vous êtes un de ses fournisseurs, soit parce qu'il vous accorde une prestation sociale. Il vous donne 100 €. Le même schéma va être conservé. Alors ce que je veux démontrer là, c'est que quand l'État dépense 100 €, un jour ou l'autre, peut-être dans 50 ans, il aura récupéré ces 100 €. La fiscalité permet de faire retourner dans les caisses de l'État l'argent qu'il a fait. Donc, quand l'État dépense 100 €, il sait que dans un délai qui lui est inconnu, il va récupérer 100 € en ressources. On est en train de faire une démonstration que même les Nobel n'ont pas compris, c'est que quand l'État fait une dépense, il va la récupérer. Quand on dit « je vais réduire les dépenses pour faire de l'austérité », je réduis mes ressources futures. Je m'appauvris. C'est ce qu'on constate. Quand on fait ce genre de choses, on dit « je fais une dépense, je vais récupérer en ressources équivalentes », je dis quoi ? Je dis que les dépenses, elles sont a priori, elles sont antérieures aux ressources. Toute la théorie actuelle et le système économique actuel dit l'inverse. Dit l'État a des ressources, il va voir comment il l'utilise. Ça, c'est un budget de ménage. Quand vous créez une entreprise, vous commencez par aller chez le banquier, chercher de l'argent pour mettre des actifs. Vous commencez par les dépenses. Et après, vous allez recevoir des ressources. Tout le raisonnement du système économique actuel, de la comptabilité nationale, de la Cour des comptes, c'est de dire qu'on a un budget de ménage. Et elle est là l'erreur. Le budget de l'État fonctionne comme celui d'une entreprise. Sauf que l'entreprise, elle va avoir plus de ressources ou moins de ressources que les dépenses engagées. Là, on a un cas exceptionnel, c'est toujours égal. Comment peut-on me dire aujourd'hui que les dépenses budgétaires de l'État vont être fonction des ressources d'il y a 3 ans, alors que je sais qu'elles vont me générer exactement le même montant en ressources. Sans compétition entre États. Sans compétition entre États. Tout à fait. Alors, il y a une fuite là-dedans, vous avez raison, ce sont les échanges entre États. Voilà. Ça, c'est un deuxième morceau. Mais si on était dans un vase clos, dans une autarcie, ça fonctionne comme ça. Et l'Europe, c'est encore pire parce que là, on a tout mélangé. Donc, si vous admettez ça, vous admettez quelque chose que les économistes n'acceptent pas aujourd'hui, mais qui est en train de disparaître. La théorie quantitative de la monnaie, c'était ça, et ça a fondé le système néolibéral. Aujourd'hui, depuis 2015, vous avez les plus hautes sommités économiques du monde. Madame Janet Yellen, directrice générale de la Banque fédérale des États-Unis, Monsieur Kaushik Basu, économiste-chef du Fonds monétaire international, Monsieur Paul Krugman, prix Nobel d'économie en 2008, qui a réuni le 5 janvier 2018 les 60 meilleurs économistes, ou selon lui la crème des économistes, qui ont tous reconnu une chose, notre système ne fonctionne plus. Ils ne comprennent pas, l'économie actuelle ne se réagit pas comme le prévoyait le modèle. Et ils cherchent pourquoi. Et vous avez d'autres groupes d'économistes, dont je fais partie, mais il y en a de bien plus illustres, qui ont vu depuis longtemps que ce sens que les dépenses précédaient les ressources. Ils ont vu d'autres choses aussi. Ils ont vu que de cette façon, si l'État
a la possibilité de créer sa propre monnaie, il ne sera jamais en faillite. Parce que s'il crée de la monnaie, qu'il l'injecte en dépenses supplémentaires, c'est pas gênant, il va la récupérer. Il ne va pas se mettre en déficit, il va avoir un problème de trésorerie. Tout le monde confond le déficit budgétaire avec le déficit de trésorerie. Pendant un temps, il n'a pas tout de suite l'argent. Et il va aller l'emprunter. Et ça va lui créer des dégâts terribles. C'est quand il va l'emprunter, avec le tableau qu'on a vu tout à l'heure, il va emprunter 100 millions, il va les mettre dans l'économie, sous un délai de 5-6 ans, il récupère ces 100 millions. Il va les rendre à son prêteur. On est d'accord. Sauf qu'il y a une chose, c'est que le prêteur va lui demander des intérêts. Et ces intérêts, il ne peut pas les payer. Parce que s'il fait, et ses ressources sont toujours identiques à ses dépenses, il ne fait pas de déficit, mais il ne fait pas d'excédent. Et c'est ce qui bloque la machine et qui crée la dette. Ce ne sont pas les déficits qui créent la dette, ce sont les intérêts qu'il ne peut pas payer. Cette théorie, qu'on appelle la MMT, Modern Monetary Theory, c'est ce qui est porté par le clan des démocrates américains actuellement. On a une grosse bataille là-dessus. Si les démocrates, à la fin de l'année, remplacent Trump, c'est ce qui sera utilisé pour mettre en place un nouveau système économique et balayer celui qu'on utilise aujourd'hui. C'est dans cet esprit, avec ces éléments-là, que nous allons faire une monnaie locale complémentaire. Je viens de loin, là. Donc, un petit schéma pour dire comment fonctionne l'économie. Le trésor public met de l'argent dans le circuit par des dépenses. Ça se transforme, ça fait tourner l'économie. On a vu 1 euro qui est mis va faire une production en boucle, mais au fur et à mesure, il va en récupérer. Parce que tout ça, ça va alimenter l'économie réelle, qui va pouvoir permettre de produire des traitements, des rémunérations, des salaires qui vont faire un pouvoir d'achat, et ça va se déverser dans ce grand tout, et ça va être recyclé par le fisc qui fonctionne, et qui va le remettre dans les caisses d'État, qui va repartir. C'est ça le circuit économique. Ce qui était important de voir, c'est qu'avec la fiscalité, l'État n'est pas déficitaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant, si vous voulez créer une monnaie locale, les monnaies locales complémentaires, vous passez par une association. Parce que les gens à qui vous allez proposer vos sols n'ont pas confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, pour que la transaction se fasse, il faut que vous ayez confiance. Le boucher n'a pas confiance. Qu'est-ce que je vais en faire ? Moi, mon fournisseur de viande, il ne prend pas votre truc. Donc, je ne le fais pas. Puis, ça va peut-être durer quelques années où l'État va l'interdire. Je ne veux pas de votre monnaie. Si votre monnaie locale complémentaire est refusée, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez des gens qui font les commerciaux, qui vont essayer de convaincre qu'il faut le faire, que c'est bien pour la région, mais ça ne convainc pas assez, ça monte très doucement. Vous ne pouvez pas attendre 25 ans qu'un quart de la population s'y soit mis. Par contre, ce qui se passe dans le cadre de l'État, c'est que l'État a un élément supplémentaire dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il a le moyen d'imposer des choses. Il peut déjà imposer une monnaie, il a dit l'euro. Il a oublié l'article du code qui vous permettait de faire autrement. Mais c'est tellement plus simple pour tout le monde utilise l'euro. Bon. Mais il peut surtout vous imposer une fiscalité. Et dès que vous donnez une fiscalité, l'argent que vous investissez, vous le récupérez. Mais dans le cas d'une monnaie locale, si vous mettez une monnaie locale en place par une association, elle ne peut rien imposer. Si c'est une municipalité ou un groupe de municipalités, elle a le droit de mettre en place des fiscalités. Plusieurs. Et le fait de mettre une fiscalité, vous donnez aussi une raison aux commerçants de l'utiliser, parce qu'ils savent qu'ils ont un débouché qu'ils peuvent le recycler. Si les commerçants, vous leur dites, vous pourrez payer la moitié de votre fiscalité en violette, ils vont l'accepter plus facilement. Si vous mettez, je prends un exemple, à Saint-Brieuc, la mairie de Saint-Brieuc met en place une monnaie locale, il veut absolument que ça tourne, et je dis n'importe quoi, j'invente. Il y a 5 parkings, il y en a un qu'on va mettre pour les étrangers à Saint-Brieuc, ce qui vient d'ailleurs, parce qu'ils n'ont que des euros. Les autres, vous pouvez prendre des euros ou des monnaies locales, mais le plus grand, il ne fonctionnera qu'avec notre monnaie locale. Et ça, on peut le faire. Moi, je suis allé à Paris, j'ai voulu mettre de l'argent dans des parcs-mètres, je ne pouvais pas, il fallait une carte de la mairie de Paris. Ça marchait qu'avec des cartes. Vous mettez un parking là-dedans, ceux qui veulent y aller, il va falloir qu'ils apprennent la monnaie locale. Donc à partir du moment où vous ouvrez des portes de sortie à cette monnaie, le circuit va se faire. Parce que vous instaurez une confiance. C'est sûr que le boucher, il va avoir quand même des fournisseurs à payer qui ne vont pas l'accepter. Donc il va devoir mettre des euros quelque part.
Mais sur la marge qu'il prend, il peut accepter d'en mettre une petite partie déjà en monnaie locale, parce qu'avec ça, il pourra payer sa fiscalité locale, ses services locaux. Vous pouvez décider que le service qui aujourd'hui l'état civil, n'importe quoi, il y a une part de la fiscalité des municipalités qui est obligatoire, qui est dictée par le pouvoir, la nation, et c'est le trésor public qui l'empoche. Celle-là, vous ne pouvez pas y toucher. Ben, écoutez, vous avez plein de fiscalité que vous pouvez mettre en place. Les taxes de séjour, la voirie, les parkings, tas de choses de ce genre. Si vous créez des chantiers, vous pouvez faire aussi privilégier. Vous pouvez même, dans certains cas, au niveau des taxes, je dirais, locales, obligatoires, la commune fixe le taux. Vous pouvez le faire au minimum et à créer à côté une autre fiscalité. Ce que je dis est un petit peu absurde, mais c'est pour vous montrer qu'avec un petit peu d'imagination, on peut faire des choses. Pour les taxes locales, taux de la mairie, commune, nous, 0, on fait cadeau. Le département va prendre, il y en a d'autres qui vont prendre, mais nous, on fait cadeau sur notre part. Par contre, on va transformer ça qui était au mètre carré en fonction de la surface d'occupation par une taxe de séjour. La taxe de séjour va tenir compte des ressources des personnes et des mètres carrés occupés. Vous détournez ce genre de choses et ça, vous pouvez le mettre dans votre monnaie. Je veux dire que derrière, il y a un travail d'utilisation, mais ce qu'il faut que vous ayez au départ, c'est une confiance, donc il faut l'instaurer, et une possibilité de rendre un peu obligatoire. La coercition, une administration peut le faire, une municipalité peut le faire, un EPCI peut le faire, pas une association. Je dis simplement qu'il faut de l'imagination, il faut de la créativité, il faut étudier pour voir ce que l'on peut faire. Mais on sait que si on le met en place, ça tourne. Dans les monnaies locales actuellement, ça ne tourne pas. Parce que vous n'arrivez jamais pratiquement à avoir la confiance, ce ne sont que des bénévoles qui y vont. Vous parlez des citoyens qui vont avoir cette monnaie locale, elle ne peut tourner que si les commerçants l'acceptent également. Vous aurez plus de facilité à convaincre des citoyens de l'utiliser s'ils savent qu'il y a des commerçants qui l'acceptent. Vous êtes d'accord? Si vous ne mettez pas en place un circuit où les vendeurs acceptent ça, c'est bloqué. Mais il faut faire les deux, mais vous avez parfaitement raison. C'est pas ne faire que l'offre, ça. Mais je veux dire qu'à un moment, ça va coincer. Il faut décoincer l'offre, ceux qui produisent, ceux qui vendent. Il faut convaincre les vendeurs d'accepter la monnaie locale. Et quand ils acceptent la monnaie locale, vous pouvez la distribuer aux citoyens. Vous avez une certitude, c'est que la fiscalité va vous rapporter les dépenses que vous faites. Donc vous pouvez aller très loin dans les dépenses. Ça vous ouvre un champ de possibilités très important parce que vous savez que vous allez avoir la ressource en retour. Il y aura toujours le problème de la trésorerie. Mais le problème de la trésorerie, il est dû au fait qu'on ne peut pas créer ses propres euros. Mais là, si l'émetteur est en même temps celui qui fait les dépenses, il peut créer la monnaie à volonté. Donc il va, quand il y aura des problèmes de décalage dans le temps qui créent une difficulté de trésorerie, il pourra créer la monnaie le temps que, puis quand ça reviendra, il pourra la redétruire après. Je veux dire, il n'y a aucune difficulté à créer de l'argent, à mettre un budget même très élevé, l'alimenter avec ça et le récupérer avec une fiscalité. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui vont l'utiliser soient convaincus que ça tourne. Si ça ne tourne pas, qu'ils craignent un blocage, ça ne démarre pas. L'élément fondamental, je suis toujours devant, c'est la confiance. La confiance du vendeur. C'est lui qui accepte la monnaie, c'est lui qui la fait vivre. Avant, elle est potentielle. Si vous pouvez avoir des milliards d'euros dans les poches, si demain, on ne fait plus rien avec les euros et qu'on passe en yens, vous êtes le bec dans l'eau, si vous n'avez pas eu le temps de faire le change. Après, le point dont vous avez parlé beaucoup, c'est comment on le gère. J'en suis pas là. Je dis, on peut le faire. Il faut arrêter de nous dire, les caisses sont vides. On peut le faire. Maintenant, il faut savoir le faire. Et là, je vous suis, tout le monde ne sait pas le faire. Cette monnaie, elle existe sur un territoire, le territoire sur lequel l'émetteur a son pouvoir. À l'intérieur, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Après, vous avez une autre difficulté, c'est les importations et les exportations, les fuites. Et ça crée des déficits, ou ça peut créer des excédents. C'est là où il faut savoir gérer. Parce qu'il faut réussir à passer dans un système où vous êtes le plus possible en autarcie, c'est-à-dire ne pas tout remettre aux échanges internationaux. Le Venezuela, tout le monde critique le Venezuela. Le Venezuela, en 2003, a mis un système comme ça. Tout le monde dit qu'ils sont effondrés, ça ne marche pas, votre truc. Désolé, ça a marché jusqu'en 2008. Ils ont monté tous les curseurs partout. L'alphabétisation est descendue de moitié. La pauvreté, ils sont redescendus à presque rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 qui a fait que ça a chaviré? C'est que toute leur économie était basée sur le pétrole et à l'exportation. Et c'est l'étranger qui les a plombés. Ce n'est pas leur système, parce qu'ils n'ont pas su gérer. Au lieu de prendre cette manne pour mettre en place un tissu économique qui s'autosuffise, ils sont allés acheter aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Après, ils ne pouvaient plus acheter. Ce n'est pas le système qui a foiré,
C'est leur façon de gérer. L'inflation, on dit, quand on crée de la monnaie, ça c'est la théorie quantitative, c'est le tabou absolu, c'est le Satan du système néolibéral. Vous créez de la monnaie, vous créez de l'inflation. Mais c'est pipeau. C'est complètement faux. Je l'ai démontré dans un ouvrage précédemment, tous les arguments historiques qui ont été pris depuis 1530, avec Jean Godin, qui a lancé ce truc-là, sont partis d'une erreur de sa part, que tout le monde a relayé, et ceux qui ont compris n'ont pas voulu la rectifier parce que ça leur profitait. Mais même les économistes actuels vous disent, il y a de l'inflation. Quand Janet Yellen s'est affolée en 2015, en 2016, elle a dit, mais ce monde est fou, c'est un mystère. Pourquoi ? Parce que les pays qui en avaient marre de coincer, comme les États-Unis, se sont mis à créer de la monnaie en masse. Là, les États-Unis ont un budget de 16 000 milliards de dollars à mettre. Tout le monde s'attend à la catastrophe. Je suis désolé, Trump, c'est ce qu'on veut, mais sur le plan économique, il a raison. Pas de chance. Et il n'y a pas eu l'inflation. C'est comme si vous mettez de l'eau sur une terre sèche. Vous pouvez mettre beaucoup d'eau, elle va l'absorber. Il y a un tel manque. Ce qui fait l'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. À partir du moment où vous avez une demande qui est plus importante que ce que vous pouvez offrir, les offrants, ils peuvent monter. Et s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, les consommateurs vont y aller aux enchères. Pour avoir le truc, je suis prêt à payer plus. Donc quand vous avez une trop forte demande par rapport à une petite capacité d'offre, vous avez de l'inflation. Alors là-dessus, il y a ce que j'appelle moi l'effet mayonnaise. Pour faire une mayonnaise, vous mettez de la moutarde, vous mettez un jaune d'œuf, un petit peu d'huile et ça démarre. Et quand ça a démarré, vous pouvez mettre de l'huile, votre mayonnaise est monte. Vous allez avoir un litre de mayonnaise, vous avez utilisé une cuillère de moutarde, un jaune d'œuf c'est rien du tout, et presque un litre d'huile. Et on se dit c'est l'huile qui fait la mayonnaise. Non, essayez de mettre de l'huile dans un saladier, vous allez voir si ça démarre. Jamais. Donc ce qu'on a oublié, c'est que quand on crée de la monnaie pour suivre une inflation, c'est ce qui s'est passé dans pas mal de pays. C'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20. On a toujours la terreur des inflations de l'année 20. Si les Alliés n'avaient pas voulu se venger en augmentant leurs exigences, ils n'auraient pas été dans cette panade. Alors après, ils se sont dit, on va se saborder. Puisqu'ils veulent nous couler, le meilleur moyen de ne pas répondre à leur raquette, c'est de se saborder. Allez, on sort du fric, comme ça dévalue, ils ne peuvent plus rien faire. Si vous alimentez d'huile une mayonnaise qui n'a pas pris, ça va faire de l'huile, c'est tout. Ça va faire un agglomérat, ça va faire un truc qui ne fonctionne pas. C'est comme ça que marche aujourd'hui l'économie. On ne cherche pas à équilibrer l'offre et la demande. Quand vous avez trop de demandes, il faut aller vers l'offre pour la mettre en place. Mais si vous mettez trop d'offres qui part et que vous n'avez plus de consommateurs, ce qu'on vit actuellement, qu'est-ce qui se passe ? On dit c'est l'effet inverse. Au lieu d'avoir de l'inflation, on a la déflation. Ce que la déflation, c'est on réduit les prix. C'est exactement la même chose, je vous l'ai dit au départ, je vais vous montrer, que d'alimenter, mettre de la monnaie. Donc si vous obligez tous les acteurs du secteur économique à baisser leurs prix pour vendre parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait vous les obligez à créer de la monnaie. Vous créeriez de la monnaie, ça aurait le même effet. Donc quand vous manquez de pouvoir d'achat, il faut le monter. Le but de la politique d'austérité, c'est en fait de dégager l'État pour tout filer au privé. Ce qu'on est en train de faire avec les retraites. La planète, c'est un des enjeux de... vous avez un journaliste tout à l'heure de France, je lui ai dit, du Green New Deal. C'est le programme des démocrates qui va être fixé, utilisé sur la base de la MMT, Modern Monetary Theory. Les enjeux, c'est la transition écologique, le plein emploi. Le plein emploi, c'est simple, quand vous pouvez créer de la monnaie, vous pouvez demander à des gens de travailler. Vous n'avez pas d'employeur, c'est pas grave. Allez, je suis votre employeur et je vais vous payer, je crée la monnaie pour que vous alliez travailler. Et les démocrates qui portent ce projet Green Deal ont bien dit, ce que l'on veut, c'est passer du stade des petites choses, des petites miettes qu'on fait pour la planète, parce qu'on est en retard sur le résultat de la COP21 quand même, pour vraiment avoir une action de guerre. Et pour ça, il faut de l'argent. Et là, avec les économies que vous faites, vous n'aurez pas l'argent nécessaire pour engager une transition écologique qui soit conséquente. Vous gérez bien votre monnaie locale, vous ferez ce que même Paris n'est pas capable de faire. Vous pouvez faire n'importe quoi. À chaque fois qu'on vous disait c'est pas possible, il n'y a pas d'argent, moi je vous dis arrêtez, vous avez l'argent. Oui. Je vais vous apprendre à faire de l'argent. Et pour tuer cette rumeur qui est complètement fausse, ce tabou pour faire peur à tout le monde de la création monétaire entraîne de l'inflation, je vous dis c'est totalement faux, je l'affirme. Donc la monnaie que vous créez, il faut qu'elle soit justifiée, qu'elle ait un usage.
c'est là où je vais taper sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies créent de la monnaie sans usage. Donc je vous m'engage, j'en profite. Donner de la monnaie tous les jours, tous les matins à quelqu'un, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Ah ben je vais aller acheter. Acheter quoi? Des produits. Qui les a fabriqués? Ben, les ouvriers. Non. Comme vous, ils touchent de l'argent, ils n'ont pas besoin de travailler. Il n'y a plus rien. Pas besoin. Puisque vous touchez le matin, qu'est-ce que vous allez vous casser les pieds à aller produire ce dont vous avez besoin? Rien du tout. Donc, crypto-monnaie, c'est une parenthèse à éviter. Mais c'est pas la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Oui. Non, le blockchain, c'est un outil informatique, lui, il marche. C'est l'utilisation pour créer de la monnaie, comme ça, qui marche pas. Donc là, voilà, les déséquilibres possibles, c'est ce dont on vient de parler. Il faut faire attention à bien équilibrer l'utilisation après que l'on fait. Comme toute découverte, comme toute chose que l'on crée, il faut faire attention à l'utilisation. Mais la création monétaire, elle est possible. Les 19 monnaies de l'Europe qui font que 19 fiscalités qui font que l'euro n'est pas une monnaie, qui peut suivre ce cycle. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment là, c'est les importations et les exportations, les balances commerciales qui sont folles, et il y en a qui pompent et les autres qui perdent. Que peut-on faire justement de cette monnaie à créer? Donc ça, c'est des exemples qu'on a pris, vous pouvez faire des tas de choses. Je vous ai dit le Green New Deal, les démocrates, eux, leur utilisation, c'est on va créer de la monnaie, on sait qu'on va récupérer en dépenses, en ressources, tout ce qu'on va mettre sur le tapis, donc on peut le créer, on n'aura pas d'intérêt à payer, on aura assez de monnaie pour tous nos chantiers. Quand il y a une guerre à faire, on le trouve l'argent. Quand il y a à réparer ce qui est en train de se passer en Australie avec un incendie, on va le trouver l'argent. Quand c'est pour faire démarrer l'économie, les caisses sont vides. Il ne faut pas se foutre du monde, non? On peut créer de l'argent sous certaines conditions. Je vous ai montré qu'il faut que ce soit sur un territoire, qu'il y ait un État ou un gouvernement, je m'en fiche, une commune, n'importe quoi, qui a le pouvoir de créer la monnaie, de faire des dépenses et une fiscalité pour la récupérer. Après, si sur le plan politique, il oriente l'utilisation, ce n'est pas dans ma conférence. Je dis simplement que rien que la transition écologique, ça fait 40 ans que je fais de l'écologie. On est dans une situation où on dit il ne nous reste plus que 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est même pas vrai. Moi, j'ai commencé à dire ça dans les années 80. Il nous reste 20 ans. On est arrivé en 2000. Il y a eu la catastrophe. On n'est plus à... Il faut arrêter. On est déjà dans le bas. Maintenant, ce qu'on essaie, c'est d'écoper. On rame, on freine des deux pieds pour arrêter les dégâts. Il y a un tel besoin de milliards que vous pouvez en créer. Vous avez un tel besoin, des chantiers tellement énormes, que vous pouvez créer sans problème, alors qu'aujourd'hui, on vous dit créer de la monnaie, c'est dangereux, ça va aggraver le problème. Ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est faux. Que tout ce qu'on nous raconte sur la circulation monétaire, c'est du pipeau, que la théorie dominante qui a encore cours à Bercy, comme partout ailleurs en Europe, et à la BCE, de dire que si on crée de la monnaie, on crée de l'inflation, c'est faux, et qu'il n'y a pas de déficit budgétaire, il n'y a que des difficultés de trésorerie. Et si l'État reprenait la création monétaire, il n'aurait pas ces difficultés de trésorerie. Si on va plus loin, vous me laissez une heure et je vous montre que la dette, c'est l'accumulation des intérêts que l'État ne peut pas rembourser puisqu'il ne fait pas d'excédent, et des fuites des balances commerciales. Et si vous prenez les tableaux, ce que je me suis amusé à faire depuis 1974, des agios, des soldes des balances commerciales, vous additionnez les deux, à un chouïa près, vous retrouvez très exactement la courbe des dettes. Alors qu'on vous dit tout le temps, c'est une coïncidence. Parce que quand on regarde qu'avec les agios, on dit « Ah là, vous voyez, il y a un décalage. » Oui, vous ajoutez la balance commerciale et il n'y a plus de décalage. Quand vous savez tout ça, vous pouvez créer une monnaie locale. Mais les conditions, il vous faut une autorité qui a le pouvoir de l'émettre, de décider des usages, mais surtout de mettre en place une fiscalité. Et là, vous allez équilibrer. Et après, je sors de ma conférence, c'est la qualité des gestionnaires. C'est la volonté politique. Ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, ça ne me regarde pas devant vous. J'ai mes petites idées, c'est chez moi dans mon fauteuil. Alors, juste un dernier petit point, parce que quand on dit ça, on va dire, mais comment on l'a fait? Alors, c'est bien beau de nous dire qu'on peut faire de la monnaie, mais on l'a fait comment? Si vous faites comme les autres monnaies locales, la plupart, vous faites des petits coupons. Vous appelez on va prendre briochin pour s'amuser, un briochin égale 1 euro. Généralement, c'est la parité. Ça ne change rien. Et puis l'État va vous dire, là, vous entrez dans le cadre de ma loi de 2014. Mais il y a d'autres solutions de faire de la monnaie. Je vous ai montré que la monnaie, ce n'était pas simplement l'euro ou les monnaies locales. On pouvait utiliser d'autres choses. Notamment, il y a un projet en Italie, que vous avez peut-être entendu parler, la création de CCF ou de mini-bots. C'est-à-dire, les mini-bots, ça consiste à dire, l'État a des dettes vis-à-vis de certains fournisseurs qu'il ne peut pas payer.
Mais l'État aussi que ses fournisseurs, de par leur activité, vont lui devoir de l'argent. C'est pas la peine de faire l'aller-retour. Je vous donne, je vous paye donc avec un crédit sur la fiscalité, comme ça vous n'aurez pas à me rembourser. C'est une façon de matérialiser, c'est une forme d'accord. C'est ce qu'ils ont appelé les CCF. C'est crédit, je ne sais plus comment, sur les finances à venir. Hein. Donc ça, c'est une façon. On a vu qu'on pouvait utiliser des créances, on peut utiliser des titres financiers. Personne n'interdit de payer avec des titres financiers. Des bons du Trésor, vous avez un bon du Trésor, vous avez le droit de l'échanger s'ils sont transmissibles. Donc parmi les deux voies que l'on peut utiliser dans une commune, c'est qu'une commune, je prends un exemple, émet un emprunt. Émet un emprunt, les gens qui veulent bien déposer de l'argent vont recevoir un titre d'emprunt. Et si le titre d'emprunt, vous lui donnez les 16 ou 17 conditions que j'ai mises, les modalités que j'ai mises, vous allez pouvoir vous le transmettre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si je ne fais que des emprunts à 1 euro, tous, vous souscrivez 100 euros, vous aurez 100 titres d'emprunt de 1 euro. Et avec ça, vous pourrez aller chez ceux qui l'acceptent comme des titres d'emprunt.